Bonjour à vous, bonjour Fabien. Nous, Bonjour so- Justine. nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre première session webinaire consacrée sur le digital dans le funéraire. Nous sommes avec quatre jeunes gérants d'entreprises de pompes funèbres. Nous faisons partie du choix funéraire, concessionnaire du choix funéraire, et nous sommes membres du comité prospectif opérationnel des jeunes et concessionnaires du choix funéraire. Nous faisons partie d'un groupe de réflexion sur le marché du funéraire de demain. Et surtout, on s'interroge sur les tendances et l'avenir de ce secteur. Et avec la crise Covid et avec la crise sanitaire que nous devons gérer en tant que pompe funèbre, nous avons décidé de mettre en place ce webinaire afin de pouvoir répondre à vos questions et développer un maximum le digital dans le funéraire pour répondre au mieux aux besoins des familles. Ce webinaire sera divisé en deux sessions. Tout d'abord celle-ci, puis la deuxième demain, qui sera donc à 9 h sur le thème du digital, partenaire de la relation funéraire. Aujourd'hui, nous avons Sarah Dumont, fondatrice de Happy End et auteure d'un enterrement comme je veux. Bonjour Sarah. Bonjour. Peux-tu nous présenter ton intervention de demain? Oui, demain, je vous parlerai de la place qu'occupe la mort et le deuil sur les réseaux sociaux. Et on verra comment, en tant qu'acteur du funéraire, on peut s'en emparer, l'occuper, pour augmenter son capital confiance avec les familles, mais aussi créer un lien durable avec sa clientèle et pourquoi pas recruter de nouvelles familles. Merci Sarah, à demain. À demain. Il me semble que nous sommes maintenant presque tous connectés. Nous allons donc pouvoir commencer. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire sur le thème du digital dans le funéraire. Je vous propose d'abord de vous expliquer le déroulé de cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Deux thématiques. La première, le digital local, vecteur de croissance. Se poser la question de comment booster son activité via le digital. Nous serons accompagnés de Pia Blondel de l'entreprise Partout. Ensuite, la deuxième thématique, la data, véritable source de business. Nous serons accompagnés de Guylain Gridel pour répondre à la question comment utiliser efficacement ma donnée client. Enfin, sachez que nous adresserons des supports de présentation à l'issue de ce webinaire par mail, donc vous n'êtes pas contraint de prendre des notes. Je vous invite toutefois à nous poser des questions sur le côté de l'écran qui seront posées à la fin de chaque intervention à nos interlocuteurs. Je vais laisser tout d'abord la parole à Pia Blondel et Sophie, ma collègue du CPOJ. Bonjour Pia. Bonjour Sophie. Tu vas nous démontrer donc l'importance du digital en local. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis Pia Blondel, je suis chef de projet chez Partout. Et je vais vous présenter aujourd'hui l'importance de Google My Business, comment ça fonctionne et comment optimiser sa fiche Google My Business. Alors, tout d'abord, dans une première partie, je vais vous présenter comment fonctionne Google My Business, comment ça a été créé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important, et ensuite, après, comment optimiser, et vous aurez ensuite un espace pour poser vos questions. Voilà. Très bien, nous vous écoutons. Alors, Google My Business s'est énormément développé depuis plusieurs années et prend énormément d'importance. Aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on tape une recherche, par exemple, pompe funèbre Marseille, ce sont généralement les fiches Google My Business qui apparaissent les premières sur une recherche et sur Google. Effectivement, vous avez 7 fois plus de chances aujourd'hui d'être trouvé sur Google My Business que d'être trouvé via votre propre site internet. Alors aujourd'hui, comment ça fonctionne? Effectivement, vous avez deux types de recherches. Les internautes aujourd'hui vont faire une première requête qui peut être par exemple Leroy Merlin Mulhouse, qui va être liée au nom de la marque, à votre renommée. Ça, c'est ce qu'on appelle des recherches directes. Et vous avez aussi des recherches découvertes, qui sont des recherches qui vont être liées à la catégorie ou à l'activité de votre entreprise et qui peuvent être par exemple électroménager avec le nom d'une ville ou une région. Et là, ces recherches découvertes, en fait, prennent 80% des requêtes qui sont faites par les internautes
par les clients, par les familles qui vont aller chercher, par exemple, des entreprises de pompes funèbres. Et c'est là-dessus qu'on va aller travailler et c'est là-dessus que va jouer le référencement local. Alors, comment fonctionne le référencement local? Ça fonctionne un peu comme un cerveau, il fonctionne un peu comme un cerveau humain. En fait, vous allez avoir, par exemple, si vous entendez une information à la radio, si vous lisez la même information sur un journal et si vous la voyez sur un écran de télévision, vous avez beaucoup plus de chances de vous dire que cette information est fiable. Et le référencement local, c'est pareil. Si vous voyez la même information sur Google, sur Facebook par exemple, et sur Waze, qui sont donc les réseaux sociaux et les GPS, vous avez beaucoup plus de chances de vous dire que cette information est fiable. Et donc, du coup, c'est comme ça que fonctionne le référencement local. Quels sont maintenant les différents facteurs de référencement? Ici, on va parler de pourquoi est-ce que c'est ma fiche qui va remonter plutôt que la fiche de mon concurrent. Il y a 3 facteurs aujourd'hui. Le premier qui est la distance. Quand un internaute va faire une recherche, effectivement, il est géolocalisé par rapport donc, à l'endroit où il se place. Et donc, les fiches qui vont remonter sont les fiches qui vont être dans sa zone géographique. Ensuite, vous avez la pertinence. Là, c'est ce qu'on appelle la pertinence des informations. Et c'est effectivement ce que je vous expliquais juste avant. L'information est bonne sur un ensemble de plateformes qui ont de l'importance et donc, du coup, qui vont faire que vos horaires, votre adresse, votre numéro de téléphone et le nom d'entreprise sont similaires sur des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des GPS. Et ensuite, vous avez la partie réputation. Donc ça, c'est tout ce qui est gestion d'avis. Donc c'est le nombre d'avis qu'a généré votre fiche, la note moyenne, la réponse aux avis et la fréquence de réponse des avis. Quelles sont nos recommandations aujourd'hui pour booster un peu le référencement de votre fiche et pour faire en sorte que votre fiche va apparaître dans les premiers résultats de recherche? C'est ça aujourd'hui qu'on recherche, c'est booster le référencement d'une fiche. C'est-à-dire on va aller plus loin sur Google My Business. Et ce n'est pas juste remplir le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'URL du site web, c'est aller plus loin en ajoutant des photos, en sécurisant les données, c'est-à-dire qu'on va, vous allez éviter que les internautes puissent faire des suggestions de modifications, par exemple. Et il y a tout un tas d'autres fonctionnalités qui sont, là je vais vous en expliquer quelques-unes, mais la liste n'est vraiment pas du tout exhaustive. Ces fonctionnalités dépendent aussi de la catégorie principale de votre activité de la fiche. Effectivement, les fiches des entreprises de pompes funèbres n'ont pas les mêmes fonctionnalités sur Google My Business que par exemple un hôtel. Donc voilà, je vais vous expliquer quelques fonctionnalités. Ce sont les principales et sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment booster votre fiche. Alors, la première qui est donc les horaires. Les horaires, c'est hyper important parce que du coup, ça donne un indicateur assez fort aux internautes qui vont aller regarder donc, la fiche, par exemple, d'une entreprise de pompes funèbres pour savoir si l'établissement est bien ouvert. Donc ça, c'est vraiment le premier indicateur. Et aujourd'hui, avec le confinement et avec le Covid-19, Google a mis en place énormément de nouvelles fonctionnalités. Et notamment cette fonctionnalité de la petite bannière mise à jour par l'établissement avec le laps de temps. Cette information, du coup, donne l'apparition de la date de dernière mise à jour de la fiche, enfin des horaires en tout cas, et ça permet d'avoir, c'est une information hyper pertinente pour les internautes, pour les familles, pour les clients qui vont aller chercher par exemple une fiche de, alors but, là dans l'exemple, mais une entreprise de pompes funèbres. Et du coup, ça donne vraiment un caractère assez fiable à la fiche. Surtout qu'il y a une mention en vert et donc du coup, ça renforce tout ça. Sur les horaires aussi, vous avez la partie horaire des jours fériés et cette mention-là est hyper importante puisque vous allez aussi confirmer que vous êtes fermé ou que vous êtes ouvert sur des jours fériés. Ça, c'est ce qu'on appelle les horaires exceptionnels. Ensuite, vous avez les photos. Alors, les photos, c'est très important. C'est très facile de rajouter des photos. Vous pouvez prendre des photos de la devanture, de l'intérieur du magasin, des différents produits que vous proposez. Les photos ont un impact énorme en termes de référencement. Effectivement, vous pouvez voir sur la slide que plus je vais rajouter de photos sur ma fiche, plus ma fiche va apparaître dans des recherches indirectes. Et pour rappel, les recherches indirectes correspondent à 80% aujourd'hui des recherches qui sont effectuées par les internautes. Donc, c'est vraiment un moyen très facile de pouvoir booster les référencements de la fiche
par des photos. Et surtout, aujourd'hui, alors peut-être dans le funéraire, les internautes n'ont pas forcément l'habitude de poster des photos comme par exemple pour un supermarché ou alors pour un magasin de prêt-à-porter. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Et donc, du coup, en rajoutant des photos, vous avez la chance que vos photos apparaissent en premier. Et donc, du coup, que ce soit des belles photos, des photos de bonne qualité et qui mettent en valeur votre magasin. Effectivement, plus vous allez mettre en avant aussi le magasin et les produits que vous allez proposer, plus ça va du coup encourager les familles à venir vous voir, à vous appeler et à du coup venir vous voir. Voilà. Alors, il y a un autre moyen aussi qui s'appelle les Google Posts. Alors, les Google Posts vous permettent de pouvoir communiquer auprès des clients, prospects, familles qui vont chercher de l'information sur des événements, des offres, des promotions que vous pouvez faire. C'est un moyen assez facile de pouvoir communiquer en dehors des réseaux sociaux ou des emails que vous pouvez envoyer ou des différents canaux de communication classiques. Et ça vous permet vraiment de pouvoir proposer de différentes choses. En plus, vous pouvez, les Google Posts s'archivent dans la fiche Google My Business, ce qui fait qu'en fait, ça va rajouter du contenu à votre fiche. Et ça donne les bons signaux à Google en disant, bah voilà, cette entreprise-là fait des Google Posts régulièrement, pas forcément des Google Posts sur des promotions, ça peut être juste sur un événement, par exemple avec l'exemple pour le Covid-19, mais ça peut être par exemple au moment de la Toussaint ou au moment voilà, de différentes périodes dans l'année qui sont importantes pour les entreprises de pompes funèbres. Et donc, vous mettez à jour votre fiche et ça envoie des bons signaux à Google en disant, bah voilà, cette fiche-là par rapport à une fiche de concurrent met en avant ces offres et ces événements. Et donc, du coup, je vais la booster et je vais la remonter dans les résultats de recherche. Vous avez aussi les Google, alors ce qu'on appelle les Google produits, qui sont en fait la version gratuite du LIA. Le LIA, c'est le Local Inventory Ads. Donc, je ne vais pas vous faire tout un briefing sur le LIA, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Mais le LIA, en fait, c'est juste une fonctionnalité qui vous permet de lier vos stocks. C'est vraiment lié pour les entreprises qui font du prêt-à-porter ou alors qui ont vraiment un logiciel de gestion de stock assez poussé et qui peuvent le lier à Google. Là, ce n'est pas du tout le cas. Les Google produits vous permettent de mettre en avant les produits que vous proposez, d'enrichir du coup facilement votre fiche, puisque vous voyez, les Google produits apparaissent très haut sur la fiche Google My Business. Et du coup, ça permet d'ajouter du contenu. Surtout, les Google produits n'ont pas de date de péremption et donc, ils restent affichés indéfiniment. Tant que vous ne les bougez pas, ils restent sur la fiche. Et donc, c'est très intéressant parce que ça vous permet de mettre en avant en parallèle des photos toujours les différents produits que vous proposez. Ça peut être aussi des produits, par exemple des contrats d'assurance décès, des choses comme ça, qui vous permettent de pouvoir voilà, proposer aussi d'autres choses et mettre en avant les produits qui sont peut-être pas forcément, dont on pense pas forcément en premier, et donc de mettre en avant ce type de produits aussi et de services. L'autre, et je crois que c'est la dernière recommandation qu'on nous fait, c'est la réponse aux avis clients. Aujourd'hui, la gestion des avis, c'est un axe qui est majeur dans le référencement et dans le boost du référencement local. En effet, de plus en plus d'internautes, de familles vont aller déposer des avis sur les fiches. Alors, à tort, aujourd'hui, on pense que les avis qui sont déposés sont des avis négatifs. Or, c'est faux, puisqu'on a constaté que la moyenne des avis avait augmenté. Enfin, la note moyenne des avis avait augmenté. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les familles déposent des avis qui sont positifs. Et effectivement, j'ai pu en constater quelques-uns et la majeure partie sont assez touchants. Et on sent vraiment que la famille qui a déposé l'avis a pris le temps de poster cet avis-là, parce que généralement, ils sont assez longs. Et donc, ça donne quand même beaucoup d'humain à la fiche. Et en répondant à l'avis, ça vous permet de garder aussi donc, ce lien avec la famille. Donc, ça vous permet de renforcer la relation avec la famille et avec les personnes que vous avez connues. Ensuite, ça vous permet aussi de toucher une audience large. En effet, surtout pour les prospects, pour les familles qui vont aller chercher, par exemple, une entreprise de pompes funèbres, la réponse, les avis sont généralement lus. Effectivement, quand on va, par exemple, chercher une entreprise de pompes funèbres parce qu'on a un décès dans sa famille et qu'on cherche
une entreprise, on va aussi peut-être lire les avis. Alors, il y a le bouche à oreille qui fonctionnait très bien, mais quand on n'a pas du tout de connaissances, on va lire les avis. Et les avis vont nous accrocher tout de suite, surtout si c'est des avis positifs et surtout si c'est la famille qui raconte un peu ce qui s'est passé. Et voilà. Alors, dans le cas d'avis négatifs, il faut quand même y répondre parce que ça permet aussi à l'entreprise de pouvoir se justifier et de pouvoir essayer de donner des éléments de réponse pour les internautes et pour ceux qui vont aller lire les avis. Il ne faut surtout pas, bien sûr, mener un débat public sur la fiche, ce n'est pas du tout le lieu, mais effectivement, voilà, ça permet aussi de pouvoir donner quelques éléments de réponse. Et donc, la réponse aux avis vous permet de toucher une audience qui est assez large, puisqu'en fait, les avis et vos réponses vont être lues par énormément de monde. Et donc, voilà, ça vous permet aussi de pouvoir apporter de l'humain dans juste la fiche Google My Business. Et le troisième axe dans la réponse aux avis, c'est l'amélioration du SEO ou du référencement naturel. Et en fait, dans la réponse aux avis, vous allez pouvoir rajouter des mots qui sont utiles en SEO. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des valeurs que vous voulez véhiculer, si vous avez des services hyper personnalisés, hyper proches des familles que vous voulez, sur lesquels vous voulez communiquer, eh bien, vous allez pouvoir rajouter dans la réponse aux avis un petit peu masquée, vous allez pouvoir rajouter tous ces mots-là et ça va vous permettre de pouvoir aussi booster le référencement au niveau des mots qui sont utiles en SEO de votre fiche. Ça, c'est hyper important aussi. Vous pouvez, par exemple, faire des modèles de réponse et puis ensuite, après, repersonnaliser derrière. Mais voilà, mais vous avez la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des mots utiles en référencement dans la réponse aux avis. Donc c'est fini pour ma part. Donc, je vous ai présenté toutes nos recommandations. Juste pour faire une petite présentation. Donc, nous, je travaille chez Partout. On est donc une start-up qui a été créée il y a bientôt 5 ans. Et on travaille avec 300 clients répartis dans 300 pays. Et notre but, c'est de aider les enseignes à booster le référencement local de leur point de vente. Donc, en utilisant Google My Business et aussi en utilisant d'autres plateformes. Et donc, on travaille avec beaucoup d'enseignes dans tous les secteurs d'activité que vous pouvez avoir. Merci Pia pour cette présentation très intéressante. Avec plaisir. Nous allons passer aux questions-réponses. Alors, nous allons commencer par une question de... Une question de Christophe Détrier qui se demande comment inciter nos familles à laisser un avis. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Alors, vous avez la solution la plus facile qui est par mail. Alors, dans le secteur des pompes funèbres, c'est vrai qu'il est toujours délicat de demander un avis après la cérémonie. On ne sait pas trop à quel moment. Voilà. Mais c'est possible de le faire et ça marche puisqu'on l'a testé. Donc, ça fonctionne. Et on a surtout récupéré des avis positifs. Donc, c'était super. Et donc, vous avez la possibilité. Donc, vous pouvez envoyer un mail. Et sinon, après, vous pouvez tout simplement en fait en parler à l'oral. Il faut simplement, voilà, par exemple, ça peut être le maître de cérémonie à la fin qui peut dire, bon, bah voilà, est-ce que vous pouvez nous déposer un avis si la famille a été contente. Le but, c'est de pouvoir récupérer des avis positifs. Hein. On va éviter de récupérer des avis négatifs, ce serait dommage. mais voilà, le meilleur moyen, c'est à l'oral. Et ensuite, parce que ça passe toujours mieux avec un sourire que de recevoir un mail un peu froid. Mais voilà, à l'oral, par mail, voilà, c'est possible aussi. Par texto, alors c'est un peu plus intrusif, mais ça marche aussi. Il faut surtout envoyer le SMS au bon moment et au bon client, mais ça fonctionne très bien. Très bien, merci. Une autre question de Jean-Michel. Comment répondre à un avis négatif? Alors, c'est vrai que la réponse aux avis négatifs est parfois un peu, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds. Vous pouvez faire une réponse très formelle en remerciant d'avoir déposé l'avis, en expliquant un peu, parce que je me doute que si la personne a mis un avis négatif, c'est qu'elle a dû avoir une mauvaise expérience ou c'est que le contact avec la personne et l'entreprise, c'est pas bien fait. Donc, il faut toujours remercier, donner un peu d'éléments de réponse et voilà, si vraiment la personne était odieuse, dire que bon, bah, finalement, ça
très bien passé. Et puis, ensuite, si vraiment l'avis négatif est très… explique tout ce qui s'est passé et donne beaucoup de détails, le mieux, c'est de rediriger vers une adresse email pour rediriger le débat vers un autre canal de communication. Parce que sinon, après, ça peut engendrer d'autres avis négatifs. Et donc, du coup, voilà. Donc, je pense qu'une réponse formelle est toujours la mieux. Et après, ensuite, c'est un peu au cas par cas. Les avis négatifs, voilà. Mais surtout, la première règle, c'est de ne pas faire le débat sur la place, sur la fiche Google My Business. Très bien. Merci. Ensuite, une autre question. Un lien dans la signature pour récupérer des avis, est-ce que c'est une bonne solution? Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement, nous-mêmes chez Perso, on va le mettre en place, donc c'est tout à fait une bonne solution. Il faut la petite règle, c'est qu'il faut mettre toujours le lien de la fiche Google My Business, puisque c'est les avis Google qui comptent et qui vont pousser votre référencement. Mais oui, vous pouvez mettre un lien dans votre signature de mail avec un petit encas si vous avez une âme un peu artistique, vous pouvez faire quelque chose de sympa et donner directement le lien pour poster l'avis. Oui, c'est un très bon outil. Une autre question de Laetitia qui nous demande comment mettons en place les Google Posts? Alors, les Google Posts se mettent en place directement depuis l'interface Google My Business. Vous avez donc sur la gauche, vous avez tout un tas d'onglets qui vous permettent de sous-menus. Et vous avez ce qu'on appelle les posts. Donc, vous cliquez et après, vous choisissez. Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire un post événement parce que vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre un bouton avec un lien de redirection vers la page de votre site web. Et surtout, vous pouvez mettre une date de début et une date de fin. Alors, il faut toujours mettre une date de début et une date de fin parce que sinon, au bout de 7 jours, le post s'archive automatiquement. C'est quand même dommage, surtout si vous avez bien travaillé. Donc, voilà, c'est ça. Vous mettez une date de début, date de fin, une jolie photo et après un petit texte de description et le tout est joué. Vous n'êtes pas obligé de mettre un prix. Et puis, vous pouvez mettre ça, c'est pas obligé aussi, le bouton avec un lien de redirection. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais si vous voulez, c'est possible. Comment peut-on indiquer sur les horaires notre disponibilité totale? 24 heures sur 24, par exemple. Ah, alors, oui, grande question. Alors, sur Google My Business, vous avez, donc il y a deux types d'horaires. Il y a les horaires classiques. Donc, vous pouvez mettre 24 heures sur 24 dans les horaires, voilà. Mais du coup, ça veut dire que l'entreprise, enfin le lieu là où il y a les bureaux, est ouvert 24 heures sur 24. Donc, parfois, c'est un support téléphonique ou alors c'est juste la personne qui est gérante dans l'entreprise qui a son téléphone et donc qui peut répondre aux appels à n'importe quelle heure, n'importe quel jour de la semaine. Donc 24 heures sur 24, généralement c'est utilisé pour les stations-service, mais c'est possible. Ensuite, vous avez un autre encart qui s'appelle les horaires supplémentaires qui vient d'apparaître sur Google My Business. Pendant le confinement, ils ont développé cette nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est moi j'avais regardé, donc j'avais regardé un peu comment ça se déployait pour les entreprises de pompes funèbres. Et alors, malheureusement, il y a juste un encart pour les horaires pour les seniors, qui peuvent être un outil pour ajouter des nouveaux horaires. Mais sinon, oui, c'est vrai que l'ajout d'horaire 24 heures sur 24 avec la possibilité de pouvoir appeler n'importe quelle heure et n'importe quel jour de la semaine, c'est pas possible sur Google My Business, sauf si vous indiquez dans les horaires d'ouverture de l'entreprise que vous êtes ouvert 24 heures sur 24. Une question pertinente qui devrait en intéresser quelques-uns. Peut-on supprimer un faux avis? Oui, tout à fait. Alors, vous avez la possibilité, c'est ce qu'on appelle, alors on ne peut pas le supprimer avec en cliquant sur une petite poubelle, mais en revanche, on va le signaler. On va signaler l'avis, c'est-à-dire qu'à côté de l'avis, vous avez un petit drapeau qui vous permet de signaler l'avis auprès du support Google.
et d'indiquer du coup que cet avis soit n'a aucun intérêt, soit n'a pas lieu d'être, soit est injurieux aussi. Donc vous avez plusieurs possibilités. C'est toujours mieux d'être plusieurs à signaler un avis. Donc, si par exemple, dans l'entreprise de pompe funèbre, il y a 5, 6 employés et si la famille aussi peut signaler l'avis, plus on va être nombreux à signaler un avis, plus on va avoir de chances que Google supprime l'avis. Mais c'est vrai qu'après, Google peut être assez réactif sur la suppression d'avis. Maintenant, il faut vraiment que ce soit très explicite. C'est vrai qu'on avait eu le cas d'une personne qui avait laissé un avis avec un pseudonyme un peu morbide, surtout pour une entreprise de pompiers. Je crois que c'était un serial killer avec un pseudo d'un serial killer, donc c'était pas trop à propos. Et on avait eu du mal à le faire supprimer, mais je crois qu'on avait quand même réussi à le faire supprimer. Mais voilà. Après, vous avez aussi les avis des anciens employés. Parfois, il y a des anciens employés qui postent des avis. Ça, ils sont supprimés généralement assez vite. Et après, vous pouvez, en fait, en signalant l'avis, vous pouvez donner une petite explication et expliquer pourquoi est-ce que l'avis ne correspond pas à votre fiche ou est un faux avis. Mais oui, c'est possible, en le signalant. Solliciter un avis Google par SMS plutôt que par mail est-il plus performant? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, alors, à condition, bien sûr, que le SMS est envoyé au bon moment, au bon client. Effectivement, si vous recevez un SMS un mardi à 14 h et que vous êtes en train d'acheter votre pain, rien à voir avec voilà, ce que vous avez vécu. Et donc, du coup, pas du tout dans ces pensées-là. Mais c'est vraiment plus performant puisqu'en fait, les mails, effectivement, on reçoit tous des newsletters, on en reçoit tous 20 par jour, 40 par jour, et finalement, on les sélectionne toutes et on les met à la poubelle. Les SMS ont l'avantage, on reçoit moins de SMS, moins de pubs quand même par SMS, et donc on est peut-être, on est plus à même de cliquer pour ouvrir le SMS et ensuite de cliquer pour aller ouvrir la fiche Google My Business, surtout que ça peut se faire vraiment en 3 clics et c'est vraiment très facile. Donc voilà, à condition que le SMS soit envoyé au bon moment au bon client, le client soit averti. Le taux de retour, nous on a mesuré des taux de retour à 94% chez nos clients. Faut-il avoir une adresse Gmail pour saisir un avis dans une fiche GMB? Alors oui, il faut avoir un compte Google My Business, enfin un compte Gmail pour pouvoir déposer un avis, puisqu'en fait, Google a mis en place ce qu'on appelle les local guides, qui sont en fait vous et moi, qui allons contribuer à l'essor de Google Maps. On va rajouter des photos sur des fiches Google My Business, on va poster des avis sur des fiches Google My Business, et tout ça, en fait, plus vous allez poster de photos, plus vous allez déposer d'avis, vous allez en fait gagner des points. Et donc, du coup, c'est un espèce de petit jeu que Google a mis en place. Et donc, plus vous allez avoir aussi un niveau local guide élevé, plus quand vous allez signaler des avis, par exemple, sur votre propre fiche Google My Business ou sur d'autres fiches, par exemple, vous allez avoir de chances que ces avis soient supprimés. Nous, chez Partout, par exemple, on est tous local guide de niveau assez élevé, donc au moins niveau 5. C'est-à-dire qu'on a posté des avis, on a mis des photos sur des fiches Google My Business. Et du coup, effectivement, quand on est 100 à signaler un avis du coup, on a énormément de chances que l'avis soit supprimé. Merci Pia pour toutes ces réponses Merci sur le thème vous. du digital. Merci. Nous allons maintenant aborder la nouvelle thématique qui sera axée sur la data et qui va nous être présentée par Guylaine Davency. Bonjour Sophie. Bonjour Guylaine. Tu vas nous expliquer comment la data peut être source de business dans nos entreprises. Exactement. Voilà, donc moi je suis Guylaine Ridel, je suis directeur conseil chez Avancy, donc qui est une agence conseil data et CRM basée à Tours. Voilà. Donc aujourd'hui Avancy c'est une agence qui est une filiale d'un groupe plus là, c'est LMB Group, donc c'est historique et basé à Rennes, qui en fait agrège une myriade de petites filiales que vous allez voir sur l'écran qui va apparaître. Et nous on est vraiment la filiale qui s'occupe de la data et du CRM pour le groupe. C'est un groupe qui est réparti partout en France, qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et 40 millions en 2019.
peut-être 50 en 2020, on va voir ça, et voilà, qui a un nombre de certifications importantes à travers le groupe pour justement être capable de pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques de nos clients dans le digital. Voilà. Donc plus spécifiquement sur la data client, voilà, donc, juste après, on va essayer d'aborder aujourd'hui en fait les différentes thématiques. Juste avant ça, je vais vous présenter un petit peu les expertises d'Avancy qui vont en fait égrener un petit peu la présentation. Donc aujourd'hui, nous, on a 3 expertises spécifiques. Une ici en vert qui va concerner l'installation de solutions de data, CDP et BI au sein d'organismes et d'entreprises. Donc c'est là où on va parler de Customer Data Platform, de référentiel client unifié. Il y a une deuxième expertise qui est autour de la data intelligence. Donc c'est là où on va essayer de comprendre les parcours clients, les moments clés de vie du client, où il démarre, où il finit. C'est là où on va aussi parler de segmentation client, de scoring, de comportement prédictif, de comportement d'achat homogène. Ça va essayer de comprendre un peu les ressorts et la dynamique, les insights des clients dans le temps, dans la durée. Voire on va pouvoir mettre en place des modèles prévisionnels de données et de chiffre d'affaires. Voilà. On peut aller assez loin, nous, dans la prédiction des données. Et une troisième expertise, qui est la stratégie et l'activation CRM. Donc c'est là où on va effectivement mettre en place les différents parcours, mettre en place les différents scénarios automatisés ou pas, pour venir accompagner le client dans son parcours et créer un lien entre la marque et le client final. Voilà. En termes de clients, on a des clients divers et variés dans tout type de verticaux, donc dans le food, dans la mode, mais aussi dans les grands réseaux et les points de vente. Voilà, on est avant tout basé sur des entreprises qui font du retail à la base. Et on va essayer de comprendre comment les parcours online et offline peuvent être réconciliés au sein d'un parcours unifié. Voilà, c'est ça l'enjeu ici. Alors aujourd'hui, on va vous parler plus spécifiquement effectivement de la data et de l'expérience client, puisqu'en fait, nous, notre métier, ça va être de transformer la data en expérience client. Et du coup, on va parler aujourd'hui d'expérience client ultra personnalisée. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a effectivement, pendant très longtemps, parlé des 4 P en marketing. Ceux qui ont fait une école de marketing s'en souviennent peut-être. On parlait de produits, de prix, de place d'endroit et puis de promotion. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les parcours clients, on va plutôt parler des 4 nouveaux P, qui sont le plaisir, la pratique, la pensée et le partage. Et c'est là où on parlera de marketing de l'émotion. Aujourd'hui, 7 achats sur 10 qui sont faits online ou offline sont motivés par l'émotion. C'est-à-dire que potentiellement, demain, si on arrive à intégrer l'émotion dans nos parcours, dans nos messages, dans nos discours, dans notre relation entre la marque et client final, on va du coup doper a priori les achats. En tout cas, on va booster l'expérience client. C'est ça qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai, et c'est ce qu'on verra dans la slide d'après, que des clients qui vivent une expérience positive avec une marque sont 6 fois plus enclins à acheter de nouveau, 12 fois plus enclins à fonder la marque et 5 fois plus enclins à pardonner une erreur. Et on verra juste après encore dans une autre étude, ça c'est la suivante, qu'on a à peu près 2 tiers de ces clients qui jugent que l'expérience client, finalement, elle est plus importante que le prix. Donc la course au prix, elle a une limite. Au bout d'un moment, on aura toujours moins cher que nous. Donc comment est-ce qu'on arrive à amener de la valeur non plus sur le prix, mais plutôt sur l'expérience? Et c'est là où la data va pouvoir amener de la valeur, puisqu'on va essayer de comprendre en fait cette expérience. Donc l'expérience client, c'est quoi? Donc ici, on essaie de la définir pour vous. Donc c'est la perception qu'a le client de la relation qui vit avec une enseigne à chaque point de contact, avant, pendant et après l'achat. Un parcours s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas uniquement à l'acte d'achat, ce serait très réducteur. On va essayer de comprendre comment, dans des cycles longs de vente, comme peut être le funéraire, comment on va installer la marque dans la durée, dans le cas du funéraire, dans une logique plutôt familiale, de génération en génération, comment la marque s'installe dans la culture de la famille, et comment on l'accompagne dans le temps. On va créer ce rapport émotionnel fort entre la marque funéraire et la famille qui est ma cliente. Voilà. Donc, on va le voir ensemble juste après, que tout ça, on peut y mettre des chiffres derrière, d'un ROI, ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Donc, des études assez récentes de Bain et compagnie démontrent que si vous arrivez à fidéliser mieux vos clients à hauteur de 5%, en termes de profit, c'est plus 15%. Donc, il y a un effet de levier très fort entre la relation de mise en place de ce parcours et de ces indicateurs de suite de performance et la performance en tant que telle. Et ce qu'on voit aussi dans une autre étude du cabinet McKinsey, c'est qu'un e-commerçant qui exploite ces données un maximum augmente sa marge potentiellement opérationnelle de 60%. C'est énorme.
Donc aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce qu'il faut que je me mette à faire de la data, c'est quand je vais y mettre. Voilà, afin de pouvoir doper mon business. Donc une fois qu'on s'est dit ça, il faut avoir des convictions fortes qu'on partage aujourd'hui, nous, en tant qu'agence conseil. On sait que créer une expérience unique et mémorable, ce sera utile pour fidéliser ses clients. Nous, on en est convaincus, c'est sûr. Après, charge à vous de l'être aussi. Et donc, c'est là-dessus que nous, on va pouvoir intervenir. On va aussi, en fait, vous indiquer qu'aujourd'hui, le parcours client, il a vraiment changé. C'est-à-dire qu'avant, le parcours client, c'était monsieur, madame, consulte peut-être une fois sur Internet, passe un coup de fil, et après, elle a acheté un magasin. Voilà. Aujourd'hui, et c'est la slide suivante, le parcours client, il a vraiment changé. On se retrouve avec monsieur, madame, qui fait X recherches sur X device, son desktop au bureau, desktop à la maison, son mobile, smartphone en général. Il va effectivement passer un coup de fil, il va regarder un avis sur Google My Business, on vient d'en parler, entre autres. Il y aura un tas de points de contact d'interaction qui va montrer qu'en fait, entre le client et l'achat final, il y aura un certain nombre de points de contact qu'il va falloir comprendre et identifier, tout simplement. Et en plus, ce qu'on va voir sur la slide suivante, c'est que chaque parcours devient unique. On a ces parcours qui sont complexes, mais qui en plus sont uniques. Chacun va avoir son propre parcours, ses propres interactions entre la marque et lui-même, qui va égrener en fait son parcours. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre que ces parcours sont uniques, comprendre aussi que, du coup, que les besoins et attentes du client sont aussi uniques, et comment moi, je peux y répondre de façon hyper personnalisée. Et ce qui est sûr, c'est que quand c'est 5 clients, on le fait sur Excel, et quand on parle de 100 000 clients, c'est plus gérable sur Excel. Il faut des outils, de la technologie, partout par exemple, mais pas que, des outils qui vont pouvoir vous aider à construire en fait cette connaissance client, des parcours individuels et personnalisés. Voilà. Alors, comment on fait? Ça, c'est la question. Le constat, on l'a vu ensemble. Maintenant, comment on fait pour faire ce travail-là? Aujourd'hui, ce qu'on va constater, c'est c'est ce qu'on voit sur cette petite route-là, le client va suivre une route, droite, parfois pas droite, parfois courbe, et il va du coup générer de la donnée. Ces données vont être collectées par des systèmes d'information. Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'on va souvent empiler les systèmes d'information un à un. Et on va créer ce qu'on appelle des silos de données. Voilà. Donc là, il y a ça qui vont apparaître sur la slide, qui vont en fait démontrer qu'on va avoir des données qui vont être intégrées dans un outil Analytics, parce qu'on est sur Internet, on dépose un avis par exemple. On va avoir des données qui vont être intégrées dans mon CRM, puisqu'en fait, le client va me contacter, donc je vais effectivement rentrer les données dans un CRM. On va communiquer avec lui par email, ou par SMS, on l'a évoqué tout à l'heure, voilà, hop, une autre plateforme qui va collecter une donnée, et on va peut-être avoir un ERP maison, ou du marché, qui va lui-même collecter des données. Donc on va avoir N sources de données, qui vont évidemment souvent être en silo, et ne permettront pas d'avoir une vision unifiée de la donnée, puisqu'en fait, aucun de ces collecteurs de données va pouvoir communiquer l'un avec l'autre. Donc c'est là où nous, on arrive en disant, bah voilà, ce qu'il faut maintenant, c'est effectivement que ces données soient unifiées. Alors nous, on a 4 erreurs qu'on propose de ne pas commettre, en général, qu'on va souvent constater chez nos clients. C'est d'une part, on vient de parler, c'est des données en silo. Ah, c'est la première erreur. Donc ça, effectivement, il faut faire attention à avoir des données qui ne soient pas en silo. Donc c'est là où on va parler de référentiel client unifié. Ce sont des bases de données marketing qui vont centraliser les données venant de l'ensemble des sources de données de l'entreprise. Voilà, et qui vont en fait faire le lien avec l'ensemble des données. Ce RCU va aussi pouvoir nettoyer la donnée, pouvoir la dédoublonner, voire l'unifier. Deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est des données qui sont faussément manquantes. On va se rendre compte qu'on va avoir des données qui sont anonymisées, qui ne sont pas du coup raccrochées à un client final. Donc elles sont souvent inexploitables, parce qu'en fait on ne sait pas comment communiquer avec lui. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est avoir des données qui sont unifiées partiellement. On va unifier que 40% des données que je peux avoir, parce qu'on ne va pas considérer le reste. Donc potentiellement, toutes les données clients, elles sont intéressantes. Alors, dans un parcours client, ce qui est intéressant dans l'entreprise, c'est que le client, il appartient à tout le monde. Il appartient à l'agent d'accueil, il va appartenir au maître de cérémonie, il appartiendra au fleuriste. L'ensemble de ces personnes qui vont accompagner le client dans sa démarche funéraire, eh bien, ils vont en fait rajouter de la valeur au client et vont potentiellement pouvoir en collecter. Donc, ce qu'il faut, c'est faire attention à l'entreprise, à associer l'ensemble des acteurs de l'entreprise à cette démarche data driven, cette démarche de collecte de données clients. Voilà, c'est important.
pour avoir une vision qui soit complète. Et quatrième erreur à ne pas commettre, c'est avoir des données qui sont erronées ou partielles. Alors, erronées, c'est tout simplement des données qu'on va venir acheter sur le marché à des brokers de données, qu'on va pouvoir intégrer, ingérer chez nous, et mal intégrer, du coup, souvent, on va se retrouver avec des données qui sont, du coup, mauvaises. On peut potentiellement envoyer un courrier à madame, alors que c'est monsieur. Voilà, on va envoyer un courrier à Sophie, alors que c'est Justine, et inversement. Donc là, c'est une catastrophe, évidemment. Pensez bien que vous, si vous allez à une fête et qu'on vous appelle bonjour Justine, alors que vous avez Sophie, vous n'allez pas être contente, a priori. Voilà. Alors, ce qu'on va voir sur la slide suivante, c'est que c'est un petit peu une conviction qu'on partage avec vous, c'est que gestion et qualité de traitement de données sont le gage d'une relation client réussie. Voilà. Donc, comment on fait ça? C'est la question qu'on se pose ensemble maintenant. Comment faire pour y arriver? Alors, nous, on va repérer plusieurs enjeux en termes de data et CRM chez nos clients. On va tout d'abord avoir un enjeu de collecte de données clients. Donc, comment cette donnée on va la collecter? À travers quel canal? Du web, du mobile, des avis clients, on vient d'en parler aussi, du retail, de l'e-commerce, des points de vente. Il va y avoir N potentiellement canaux de données clients qui pourront en collecter. Donc, on va essayer de comprendre à quelle finalité on va collecter ces données-là. Premier enjeu. Deuxième enjeu est un enjeu de gouvernance. Ces données, une fois que je l'ai collectée, comment je vais réussir à la gouverner, donc la stocker, l'exploiter, la sécuriser, la rendre RGPD compatible, m'assurer concrètement que cette donnée, elle est bien, cette donnée brute, elle est bien quelque part, bien en place. Troisième enjeu qu'on va voir ensemble, c'est cette donnée, comment on va pouvoir la valoriser. Et donc, c'est là, on va transformer la donnée brute en données de valeur client, en données de connaissance client. Donc, si on avance un petit peu sur la slide, on verra que cette donnée brute, elle va se transformer en valeur client. Et c'est là où on parlera de segmentation, de profiling, de scoring et de ciblage. On va, après cette donnée, l'activer. Donc, c'est là où on va parler de communication marketing. On va créer des scénarios. On va créer des scénarios divers, multicanaux, omnicanaux. Vous voyez, le client, il est omnicanal. Donc, il faut lui parler à la fois quand il est sur un magasin, mais aussi quand il est sur Internet. On va essayer de comprendre comment lui parler le mieux possible. Tout à l'heure, on a évoqué quand on met un SMS au moment où la personne achète son pain, ce n'est pas le meilleur moment de le faire. Et bien là, ça va être pareil. On va dire quel est le meilleur moment de la journée ou de la semaine où je peux communiquer avec mon client. Et ça ne se fait pas par hasard. Tout ça, ça se fait en fonction de l'étude des données clients. On va comprendre quand mon client envoie un mail et quand il ne le reçoit pas. On va essayer de comprendre comment je lui parle de façon personnalisée, comment il réagit, quand je lui parle de façon pas personnalisée, comment il réagit, inversement. Et après, on va parler de pilotage de données. Donc, le pilotage, c'est comment l'ensemble de mes scénarios relationnels que je vais mettre en place, je vais pouvoir les piloter avec des indicateurs de performance, divers et variés, du chiffre d'affaires, du taux d'ouverture, de la valeur client, et ainsi de suite. Et enfin, on va pouvoir optimiser l'ensemble des plans pour essayer de l'améliorer. Donc, c'est là où on va essayer de comprendre comment j'investis plus d'argent pour plus de gains ou comment j'investis autant avec une meilleure performance. Voilà, donc c'est là où ça apparaît. Voilà. Donc, 1, transformer les informations en connaissances. 2, les connaissances en action. Et 3, les actions en profit pour l'entreprise. Donc on voit que cette démarche, elle est vraiment data-driven. On voit qu'on pense dans une démarche qui est pilotable et qui est associée à des indicateurs de performance. On sait que quand on investit 1, on va gagner 3. C'est ça qui est important. Alors pour tout ça, il faut une méthode. Effectivement, on voit bien que là, il y a une forme de complexité dans la gestion de la donnée client. Donc, il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on va réussir de façon méthodologique à démarrer la démarche. Voilà. Donc il y a 6 étapes que nous, on a mis en place chez Avancy et qui sont assez éprouvées et qui permettent en fait de dérouler tranquillement les choses. Donc ça, effectivement, c'est des étapes qui sont à la fois de l'expertise, mais aussi de la technologie. Nous, en tant qu'agence conseil, on s'est entouré de partenaires technologiques qui permettent de pouvoir en fait gérer les données clients. Nous, on amène la couche conseil dans tout ça, et la couche méthodologique. Donc la première étape, c'est associer l'ensemble des acteurs de l'entreprise à la démarche. Tout à l'heure, c'est mettre en place une stratégie CRM. C'est ce qu'on appelle la Customer Centricity. Comment le client, on le met au cœur de l'entreprise et comment, autour du client, on va venir agréger un ensemble d'acteurs qui vont contribuer à amener de la valeur, tout simplement. Cette stratégie, il faut la définir ensemble pour pouvoir, en fait, derrière, activer la suite. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle chez nous le data sourcing. Donc, on a parlé vite fait tout à l'heure. On a N sortes de données. On va essayer de comprendre comment la donnée est collectée, où est-ce qu'elle est installée, comment elle est traitée, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est de qualité, est-ce qu'il y a des problèmes divers et variés. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle le data management.
Donc là, on va essayer de rendre cette donnée, je dirais, pertinente, exploitable, de qualité, à des fins marketing, pour derrière activer la connaissance client, pour pouvoir faire du marketing automation et enfin pouvoir la piloter. Voilà. Donc, comme je disais, on associe la technologie et l'expertise à tout ça. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du cycle de vie client. Tout à l'heure, on l'a vite abordé, et là, en fait, on va aborder un peu un schéma théorique de cycle qui ne se prête pas forcément directement au funéraire, hein, évidemment, mais qui va donner une clé de lecture en fait, de ce qu'est ce cycle de vie client. Aujourd'hui, un prospect, avant de devenir client, dans le cycle long de vente, comme peut être le funéraire, on va peut-être parler d'années avant que l'événement se passe. Donc c'est là où il faut essayer d'engager le client dans une démarche relationnelle, très tôt, à travers des conventions obsèques, par exemple. Et donc ce client, on peut effectivement, très tôt, le faire passer de prospect à client. Et à chaque étape de la vie de ce client, là on le voit à l'écran, on a les 6. La vérité, c'est qu'il y en a souvent plus. Là, c'est vraiment théorique. On va voir que ce client, il a une maturité dans son cycle de vie. Au début, il est prospect, et après, il devient client, puis client fidèle, puis ambassadeur. Effectivement, l'événement a eu lieu. J'étais content de ma relation avec la marque. J'étais content de la prestation qui m'a été offerte. Probablement que je peux devenir ambassadeur. C'est là où je vais déposer ma vie, potentiellement, mais bien plus. Je peux en parler autour de moi. Je peux effectivement recommander la marque à des proches, à des amis. Parfois, effectivement, le client devient abandonniste et il devient parfois aussi un ex-client, donc c'est un client perdu. À chaque étape de la vie du client va correspondre à un plan relationnel spécifique. Voilà, donc quand il est prospect, on va essayer de mettre en place un plan de conquête, nouveau client, un plan de conversion, client fidèle, un plan de fidélisation, et ainsi de suite. Et on va associer des plans relationnels à chaque étape de la vie du client, et qui vont être spécifiques à ce moment clé de cette vie du client, parce qu'à ce moment-là de sa vie, il a une attente et un besoin spécifique. Et un nouveau client, je peux vous assurer qu'il n'a pas la même attente qu'un client ambassadeur. Clairement pas. Donc, comment on va lui parler? Quel discours, moi, en tant que marque, je vais installer avec mon client? Comment je vais le faire revenir et acheter? Et m'assurer de lui vendre des services derrière, de fleuristes et autres. Voilà. Alors, effectivement, nous, notre rôle en tant qu'agence, c'est de faire correspondre un cycle de vie spécifique au vertical du client. On n'a pas le même cycle de vie chez Picard Surgelé que chez Pickwick Toys ou encore chez Truffaut. Qui sont tous des clients. On va acheter une plante chez Truffaut, on va acheter une pizza chez Picard. Donc, évidemment, il y a des différences qui sont conséquentes. Et tout l'enjeu de nous, dans les connaissances clients qu'on va pouvoir mettre en place, les études connaissances clients, c'est comprendre ce cycle-là. Alors, là, on va parler un petit peu des données dans la construction du plan CRM, et c'est là où on va parler de scénarios. On peut dérouler la feuille tranquillement. Il y a quand même des données qu'il faut avoir en stock pour pouvoir déclencher des scénarios. Et il y a 5 types de données qu'il faut avoir en stock. Déjà, il faut des données disponibles, il faut des données de ciblage, à qui je parle. Est-ce que je vais parler à la Rennaise qui a 35 ans ou à la Marseillaise qui a 40 ans, qui aime bien les Véjas et le Brescola? Ou est-ce que je vais parler plutôt à la Parisienne qui aime plutôt les pizzas? Vous voyez, on va essayer de cibler de façon, je dirais, précise à qui je veux parler. On va avoir des données de déclenchement. Si par exemple, je veux générer un deuxième achat, il va falloir que j'ai la date de premier achat dans mon CRM. Sinon, c'est compliqué. Si dans mon cycle de vente, j'ai à J+7, j'envoie un scénario de deuxième achat. Si je n'ai pas dans mes données clients la date de vente du premier achat, je ne pourrais pas le faire. On va avoir besoin de données de personnalisation. Si je pourrais vendre des chocolats après j'ai vendu des fleurs, il faut que je sache qu'avant, madame m'a acheté des fleurs. Sinon, ça va être compliqué de le dire. Et enfin, des données d'interruption. Si le deuxième achat a eu lieu et je veux partir sur un cycle troisième achat, il faut que je sache que le deuxième achat a eu lieu. Tout simplement. Voilà. Donc, il y a un type de données qu'il faut avoir en stock, sans lesquelles il n'est pas possible d'actionner en fait, tout simplement des scénarios. Voilà. Donc c'est là où on parle des cibles et des différentes données qu'on peut avoir. Alors, là, on a parlé de la théorie. Maintenant, on va partir sur 2 cas pratiques qu'on a préparés pour vous, alors qui sont plutôt des cas pratiques d'inspiration. Évidemment, ce n'est pas des cas pratiques dans le funéraire, puisqu'on n'a pas encore de clients dans le funéraire, tout simplement.
Et donc, on a pris des cas pratiques qui vont vous inspirer aussi bien sur la partie émotionnelle du parcours client spécifique au funéraire que sur des idées de produits que vous pouvez vendre dans un cycle d'achat. Voilà. Donc, le cas client numéro 1, c'est une marque de mode voilà, qui s'appelle IKKS, dont l'égérie est une mannequin, voilà, qui défile sous nos yeux. Voilà, on peut avancer un petit peu. Et donc, c'est une marque qui a 800 boutiques dans le monde, qui est présente dans effectivement, un certain nombre de pays européens, qui a 20 entités dans son entreprise, qui a des millions de fiches de contact en bas, des centaines de milliers de tickets par mois, de caisse, voilà, plus de 80 millions d'emails envoyés en 2018 et 100 millions en 2019, et voilà, des millions aussi de SMS envoyés. Donc, on voit qu'il y a du volume. Donc, pour eux, il y avait un vrai enjeu de connaissances clients et de données clients. Voilà. Alors, on peut passer. Hop. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle des personas. Donc, dans le jargon, on parle de profiling. Donc, on a essayé de comprendre dans leur cycle d'achat, comprendre un petit peu les principaux comportements d'achat homogènes. On s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de personas qui se dessinaient, donc des addicts, des promophiles, des promophobes, des inactifs, et ainsi de suite. Et à partir de ces groupes d'achat, de clients à comportement d'achat homogène, on a pu en tirer derrière pas mal d'enseignements, et notamment des communications adaptées, ce qu'on va voir à la slide suivante, qui vont prendre en compte en fait les attentes et les besoins de chaque cible. Voilà. Donc les addicts, clairement, elle voulait peut-être un caractère un peu privilégié à la relation. On a mis en place avec la marque des collections de capsules de 200 manteaux en cuir, par exemple, qui partaient en 24 heures. Voilà. Donc on voit qu'il y avait une réactivité absolument incroyable sur ce genre d'action, tout simplement parce que les clients attendaient ce genre de promotion. En revanche, les promophobes, c'est ceux qui ne réagissaient pas du tout à la promotion. On a arrêté de leur envoyer des promos, on leur envoie un compte une marque. Là, on vient raconter une histoire que la marque doit tisser avec le client promophobe et elle-même. Et voilà, elle va attendre des contenus, des vidéos, du contenu riche, un peu plus d'émotion. Donc, l'année où on a mis ça en place, on a fait plus 10% en chiffre d'affaires. Tout simplement. Voilà. Donc, il y avait une vraie bonne réactivité à ce genre de choses. Deuxième cas pratique qu'on vous soumet, c'est le cas Royal Canin. Royal Canin, qui est une marque d'alimentation animale, groupe Mars, un groupe américain. Voilà, un chien avec le poil brillant, tout ça. Donc, ils vendent de la nourriture pour chats et pour chiens. Voilà. C'est une marque qui est assez ancienne, qui a 50 ans, voilà, qui est présente partout dans le monde, qui a plus de 500 formules de produits différentes. Donc, ils ont vraiment une importante, je dirais, un important nombre de produits. Ils sont reconnus aussi pour avoir des produits qui soient extrêmement sains, extrêmement variés et adaptés à chaque âge de l'animal et à chaque sexe et race. Voilà. Donc, pour eux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place en fait, un certain nombre de messages relationnels, à la fois sur une logique B2C. Donc, comment je crée, moi, marque, une proximité avec mon client final, sachant que moi, en tant que marque, je n'ai pas accès à mon client final. Pourquoi? Parce qu'entre moi et mon client final, j'ai un circuit de distribution. Voilà, donc il y a un pratique de collecte de données pour eux, en B2C. Et en B2B, comment je crée la préférence de marque par rapport à mes prescripteurs, donc mes vétérinaires, aussi assistants vétérinaires ou encore des éleveurs. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de prescripteurs de la marque qui vont en fait vendre la marque en permanence. Et du coup, comment ces prescripteurs-là, je vais créer une préférence de marque. Donc, on va voir sur la slide suivante qu'on a pu mettre en place, effectivement, là, on ne voit pas trop, mais on va voir qu'on a mis en place des scénarios. Donc là, à gauche, on voit un scénario qu'on appelle Drive to Store. Donc, c'est comment je crée du trafic en magasin sur le point de vente le plus proche de mon client. Mon client habite Besançon. Je le géolocalise, pardon. Donc, je lui pousse le magasin le plus proche. Voilà. Et ça, on peut le faire grâce à un programme de collecte de données. Alors, on va créer des programmes de fidélité. On va pouvoir collecter de la donnée client. Et les gens sont assez enclins à donner de la donnée, à offrir de la donnée client, s'ils en ont en retour un bénéfice. Le bénéfice associé à ce type de collecte, c'est que moi, en tant que marque, je vais pouvoir en fait venir enrichir mon client en contenu propre à son animal à lui. Là, ce qu'on ne voit pas trop, mais ce que je vous dis, c'est que chaque newsletter, c'est 500 variables qui vont s'activer en fonction des données qu'on va avoir en stock. Donc, si mon chat est un chat tigré, bah, j'envoie une photo de chat tigré. S'il a 6 mois, j'envoie un chat tigré qui a 6 mois sur la photo, donc une banque d'images qui est absolument démentielle.
qui va correspondre à chaque âge de l'animal, à chaque race et à chaque type d'animal. Voilà. En fonction, à droite, on a un plan welcome, donc un plan de nursing, un plan, ça s'appelle un plan bienvenue chat, où à chaque moment de la vie du chat, à 2 mois, à 4 mois, il faut que ça sevrer. Je vais lui envoyer un contenu en lien avec le sevrage du chat, voilà, comment bien sevrer un chat, comment pas commettre d'impair. Voilà, donc, le maître chat et l'animal, ils ont un lien émotionnel extrêmement puissant. Donc, moi, en tant que marque, c'est comment j'arrive à amener de la valeur à un contenu émotionnel, à une relation qui est déjà très forte émotionnellement. Voilà. Bon, et c'est là où on peut inspirer un petit peu des schémas plutôt liés au funéraire. On va se rendre compte qu'effectivement, donc là, on parle de chat et de chien. Avec Pampers, on ferait la même chose. Voilà, Pampers a un programme relationnel assez, qui peut être similaire, où moi, maman, avec mon bébé, j'ai besoin peut-être de conseils, savoir quand je change les couches. Idem pour du lait artificiel. Je vais acheter du lait artificiel en pharmacie. Je serais content d'avoir des conseils en fonction de mon lait et en fonction du type de bébé que j'ai chez moi. Là, c'est la même chose, ramener aux animaux, mais on voit que les mécaniques vont être les mêmes. Voilà, et après, deuxième exemple, c'est donc le cas des personnels plutôt B2B. Donc là, on en a pris 3, bon, en vérité, il y en a plutôt 15, mais là, c'est 3 exemples. J'ai mon éleveur, j'ai mon vétérinaire, voilà, comment je vais lui parler, comment je vais lui amener un contenu du coup très pro, parce qu'en fait, il va être en attente d'un contenu professionnel d'une marque qui est reconnue dans le monde, qui est leader mondial. Comment, moi, en tant que marque, je viens nourrir une relation avec mon prescripteur à des moments clés de sa vie de prescripteur pour pouvoir en fait créer une préférence de marque entre moi et mon concurrent. Voilà, simplement. Comment je fais en sorte que mon prescripteur prescrive plutôt Royal Canin que mon concurrent. Exactement. Voilà. Je crois que j'en ai terminé, me semble-t-il. Voilà. Merci. Nous allons passer aux questions. Alors une première d'Éric Fenoy. Y a-t-il des outils à favoriser pour la compilation des données clients, bonnes comme mauvaises données? Alors oui, il y a, alors nous effectivement, donc nous on n'est pas une solution technologique, voilà. Partout est une solution technologique, par exemple. Nous, on est vraiment une agence conseil, donc on va pouvoir en fait, en fonction de chaque client, pouvoir proposer des différents outils. Donc la réponse est oui, il y en a beaucoup. La question c'est quel est le bon outil bon pour moi, pour mon business? Est-ce que je suis une PME de 20 personnes ou est-ce que je suis un grand groupe de 1000 personnes? Voilà. Est-ce que j'ai un chiffre d'affaires de 10 millions, un chiffre d'affaires de 100 millions? Est-ce que j'ai 100 clients, est-ce que j'en ai 100 000? Voilà. Donc il faut aussi essayer de dimensionner en fait effectivement l'outil à la problématique et aux besoins et surtout aux contraintes budgétaires que je vais avoir. Quel budget je veux bien mettre cette année dans ce genre de choses. Donc c'est là il va falloir effectivement trouver l'outil qui va correspondre, je dirais, aux besoins du moment. Voilà. Tout simplement. Une autre question de Mélanie. La difficulté de notre métier est que la cible concerne tout le monde, quel que soit l'âge et le sexe. Avez-vous des exemples ou des conseils spécifiques à notre profession? Alors, le fait que votre profession concerne tout le monde, donc effectivement, ça c'est vraiment très très vrai. Donc, voilà. Voilà. Nous, on a aussi des clients qui ont une clientèle très très large. En fait, à partir du moment où les gens peuvent effectivement faire un acte d'achat, a priori, il peut acheter. Donc, il peut aller acheter des choses. Le fait d'avoir beaucoup de clients, c'est une très belle raison pour segmenter sa base. En fait. Parce qu'on ne va pas parler pareil à un veuf de 30 ans qu'à une veuve de 55 ans. C'est ça qu'on veut dire. Il y aura un discours adapté. Ils n'ont pas la même histoire de vie, ils n'ont pas les mêmes expériences de vie. Donc ça, quand vous faites vous naturellement, parce que vous allez sentir le client devant vous, vous faites de façon humaine, la question c'est comment la machine en fait, elle va pouvoir le retranscrire d'un point de vue contenu. Déjà, avoir des clients qui soient très variés, c'est une bonne raison de faire de la segmentation pour parler différemment à chaque client. Après, effectivement, comment identifier les prospects, c'est une seconde question. Je dirais qu'on est tous concernés par, par le funéraire dans notre vie. Donc, potentiellement, tout le monde dans sa vie va devoir passer par le funéraire. Donc, je dirais qu'un prospect, techniquement, il est prospect décliné, on va dire. Enfin, voilà. Donc, effectivement, ça va au sens enfant. On va plutôt partir à partir du moment où la personne peut commencer à acheter.
18-20 ans. Donc potentiellement, il faut commencer à cibler les prospects dès qu'on peut. Voilà. Après, on va peut-être essayer de cibler un peu mieux les choses. Peut-être qu'on va essayer de se concentrer sur des gens qui potentiellement ont le plus de chances de décider dans un avenir proche. C'est là où on va essayer de mieux cibler les prospects. Voilà. Où récupère-t-on ces données? Alors, aujourd'hui, donc la collecte de données, effectivement, je pense que c'est ça dont on a parlé. La collecte, elle est multiple. Donc, on va la collecter en ligne sur un site web. On va pouvoir la collecter aussi en l'achetant sur des partenaires qui vont mettre à disposition des données, tout simplement. On va aussi pouvoir les collecter en faisant des actions marketing sur Internet ou ailleurs. À partir du moment où je vais faire une enchère sur Google, par exemple, je vais pouvoir collecter de la donnée digitale. Il y a 3 types de données, grosso modo, qu'il faut avoir en tête. Des données transactionnelles, qui sont liées avec les achats. Des données digitales, qui sont liées à un parcours de navigation sur Internet, sur mobile. Et enfin, des données sociodémographiques. Voilà. Donc, et ces 3 types de données-là qui vont derrière pouvoir créer en fait la richesse de votre parcours. Voilà. Plus vous allez être en mesure d'enrichir vos données clients, plus vous serez en mesure de pouvoir proposer des scénarios et un discours personnalisé. Voilà. Et ça, je reviens un petit peu à la thématique de mon intervention où j'expliquais comment moi, en tant que marque, je vais créer un parcours hyper personnalisé. Et bien, c'est en collectant les données clients de toutes les manières possibles, donc online et offline. Le CRM est-il une couche logicielle qui permet d'extraire des données? Alors, le CRM, c'est un outil qui est plutôt destiné à une vie commerciale. Donc, effectivement, c'est un logiciel, ça c'est vrai, qui permet de pouvoir gérer vos données clients, mais d'un point de vue commercial. Voilà. Donc, à partir du moment où le client vient me voir, je vais créer une fiche dans mon CRM, donc M. Dupont. Monsieur Dupont, il y aura peut-être une femme, des enfants, un grand-père, une grand-mère, des petits-enfants, on ne sait pas. Donc, je vais petit à petit en fait, créer en fait, une fiche qui va être relative à mon client. Je vais venir enrichir. Et c'est ça que le CRM va faire. En fait. Il va venir encapsuler les données chez vous. Et ça devient une donnée propriétaire. Voilà. Et alors, spécifique à la profession, pardon, c'était la question, je n'ai pas répondu. Je ne connais pas de CRM spécifique à votre profession à vous. Aujourd'hui, on a plutôt des CRM qui sont génériques, qui après vont être un peu spécifiés en fonction des besoins. Donc, nous, on travaille avec différentes solutions CRM qu'on peut vous conseiller. Voilà. Une autre, dans la pompe funèbre, la fidélisation n'est pas toujours acquise. En moyenne, l'on organise 2 obsèques pour des proches dans sa vie. Dès lors, comment identifier des prospects, des personas très poussés? Ok, donc effectivement, nous ça va être là où on va intervenir en tant qu'agence conseil, c'est qu'on va essayer de comprendre avec vous à travers des ateliers, donc ça s'appelle des workshops chez nous, essayer de comprendre avec vous comment vous voulez définir un plan stratégique. Donc c'est l'étape 1 de la méthode qu'on a vue tout à l'heure. L'étape 1, c'est comment je réfléchis à ma stratégie de conquête client, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est pas une réflexion à laquelle je peux répondre en 2 minutes, hein, c'est impossible, donc je ne ferai pas là. Mais donc c'est plutôt, on va essayer de mettre en place ensemble une méthode à travers des ateliers pour vous permettre de pouvoir définir une stratégie de conquête client. Ces solutions semblent très adaptées aux grosses entreprises. Pouvez-vous nous donner des échelles de coûts pour une TPE et la mise en place des outils? Effectivement, donc là, on a pris des exemples de grosses entreprises, et c'est aussi pour que ça marque les esprits, en fait. C'est toujours plus simple de prendre une grosse marque, parce qu'on arrive mieux à s'identifier à la marque, et on a des exemples en termes de volume qui sont aussi plus significatifs. Mais nous, à Vancy, on est avant tout une agence avec une offre adaptée aux PME et ETI. En fait. Voilà. On a des offres adaptées à tous les niveaux de maturité de nos clients. Alors le coût, il est très très variable, hein. Ça va un peu dépendre de votre ambition. Mais pour donner un prix, voilà, on va d'abord devoir avoir une licence d'abonnement, un outil de marketing automation. Donc là, il y a aussi un peu tous les prix, mais ça commence à quelques centaines d'euros et ça paye jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Voilà. Après, c'est à calibrer en fonction de l'ambition qu'a la marque en termes de besoin de fidélité et de conquête. Voilà.
Alors, autre difficulté. On peut acheter tous les mois des croquettes ou des vêtements, mais une personne ne poussera à la porte d'une pompe funèbre peut-être que 2 ou 3 fois maximum dans une vie entière. Comment établir un parcours client avec un si faible trafic? Alors, c'est une bonne question, et en fait, je m'en doutais. Donc, j'ai préparé cette question-là pour rien vous cacher, parce qu'elle était assez évidente. Nous, on a beaucoup de clients dans l'immobilier. C'est quelque chose que on peut vous parler, qui effectivement ont une pratique similaire au funéraire, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter 40 maisons dans sa vie. Tout du moins, pas moi. On va acheter une, 2 maisons, une première maison ou un appartement quand on se met en couple, peut-être, à 25 ans. Voilà. Souvent, on va s'agrandir à 30 ans parce qu'on va avoir un bébé, voilà, peut-être 2, peut-être 3, troisième, peut-être encore déménager. Et puis à 50 ans, les enfants partent de la maison. Souvent, on va racheter les plus petits. Voilà. On va faire 2, 3, et 4 actes d'achat maximum. Et encore en moyenne, chez les Français, c'est plutôt 2. En fait. Donc, on a une pratique similaire de récurrence faible d'actes d'achat. Mais quand l'acte arrive, il faut être là. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, potentiellement, le prospect, il achète peu, mais quand il achète, il faut être là. Il faut être là et ça se prépare. Pendant 3 à 4 ans avant, on a effectivement entamé une démarche d'engagement, ce qu'on appelle l'inbound marketing, d'engagement avec le client. C'est comme un moment marque qui s'engage avec le client pour que le moment où tout ça arrive, eh ben, il n'y a plus de questions à se poser. Je vais appeler le chef funéraire ou je vais appeler quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, faites par accepter d'investir pour que le moment venu, effectivement, il y ait un peu un retour sur investissement en termes de profit. Voilà. La RGPD n'est-elle pas un frein à l'analyse Big Data? Alors, la RGPD, ça pourrait être un webinaire à lui tout seul. Nous, on en fait juste sur la RGPD. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, mais alors la RGPD, de notre point de vue, ça a plutôt été une opportunité gigantesque d'enfin avoir une donnée client qui soit propre. C'est la fin du Far West. En plus, actuellement, on est en train de parler de la fin des cookies tiers, avec tous les grands acteurs technologiques qui vont arrêter les cookies. On va revenir à une logique beaucoup plus saine, où moi, en tant que marque, j'aurai intérêt à capitaliser sur mes données clients, mes données que j'aurai légalement collectées, puisque ce sont mes clients et mes prospects, et je n'aurai pas acheté de façon un petit peu illégale, de façon limite. Donc, la RGPD, elle est venue installer en fait une dynamique, je dirais, de qualité dans un marché où il y avait beaucoup de données qui étaient fausses, erronées ou vendues à des prix trop élevés. Voilà. Donc là, en fait, la RGPD, elle est venue réguler un marché de la donnée client, permettant à des marques de pouvoir en fait effectivement mettre en place des scénarios basés sur des données propriétaires qu'on appelle des données first party. Donc nous, en fait, ce qu'on a vu, c'est que concrètement en entreprise, avec les gens avec qui on bosse, ça a remis en haut de la pile le sujet de la donnée client. Là où avant, la donnée client, c'était souvent envoyé à Mathusalem. Là, aujourd'hui, la RGPD, comme c'est devenu un sujet juridique, à risque, souvent qui arrive dans le sens où l'entreprise pouvait avoir des amendes, du coup, dans la presse, donc potentiellement une réputation à risque aussi, eh bien, ça a permis de remettre, je dirais, la donnée client au goût du jour, et du coup permettre aux équipes marketing de prioriser du coup leurs actions marketing, notamment tout ce qui est scénario et plan relationnel. Voilà. Merci Guilhem pour votre expertise et analyse sur la data. Merci beaucoup. Je vous laisse avec Marie et Fabio qui vont venir conclure cette première session de webinaire. Donc, bonsoir à tous. Nous arrivons au terme de ce webinaire qui est sponsorisé par UDIF. Merci à tous d'avoir répondu présents, intervenants et participants. Fabio, on sait aujourd'hui que le digital fait partie des sujets clés du monde de demain. Alors, restons connectés. Rendez-vous demain à 9 h pour la seconde édition. Vous avez un sondage qui est présent sur la page. Vous pouvez aller répondre et nous montrer votre participation de demain. Cette seconde édition sera en présence de Sarah Dumont, fondatrice de la société Happy End, et de Fabien Coudou, chef de projet pour la marque Ecopus Funéraire.
Ils vous exposeront leur vision du digital comme outil de relations humaines indispensable dans le monde funéraire de demain. Nous vous souhaitons une très belle soirée et à demain 9h. Bonne soirée et à demain.